Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Khadija a 43 ans, elle est franco-marocaine et elle vit à Dubaï depuis 15 ans. Elle est née à Casablanca, elle est ensuite partie s'installer en Lorraine avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle grandira là-bas et y fera ses études. À cette époque, elle ne rêvait que d'une chose, quitter son village. Se sentant coupée du monde, elle rêvait plus grand. Tous les étés et les vacances scolaires, Khadija travaillait à l'usine. Elle roulait des pâtes à tarte. Et ça a été vraiment déterminant pour elle. Sa motivation pour transformer sa vie était viscérale. Elle se répétait constamment « Je ne vais pas finir ici ». Khadija a toujours eu du mal à se trouver, mais elle savait que quelque chose de plus extraordinaire l'attendait. Elle ne savait ni quoi, ni où. Elle part à Londres pour apprendre l'anglais. Là-bas, une copine lui propose de tout quitter pour partir direction Dubaï, et c'est la première fois qu'elle entendait parler de cette ville. Elle ne parle pas un mot d'anglais et ne sait absolument pas comment elle va gagner sa vie. Les 6 premiers mois, elle regrette sa décision, mais n'a pas les finances pour repartir. Quelques mois plus tard, elle recherche désespérément un appartement à louer, meublé, à Dubaï, car elle n'a pas les moyens de le meubler. Mais les appartements sont soit trop chers, soit miteux. C'est alors que Khadija a l'idée du siècle, créer une boîte de location saisonnière d'appartements meublés. Elle bosse sur ce projet et une copine à elle qui travaille dans l'immobilier lui propose de lui présenter son patron saoudien, fondateur de Driven Properties. Et je ne vais pas vous spoiler le reste de l'histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui Khadija est l'une des agents immobiliers les plus influentes de Dubaï. Elle s'est bâtie une carrière de rêve. Persévérance, audace et détermination sont des adjectifs qui définissent bien le parcours de Khadija. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Hello Khadija. Hello Sandra. Comment vas-tu? Écoute, au top. En direct live de Dubaï, n'est-ce pas? Oui, en direct des bureaux de Dubaï, en plein milieu des constructions. C'est ça du coup, les petits bruits qu'on entend, j'entends des petits bruits. Est-ce que c'est les constructions? Oui, ça vient de commencer. Parce que Formidable. La météo est plus clémente en fin d'après-midi, donc ils travaillent plus la nuit, le soir. Voilà. D'accord, ok. Bon, tant qu'on t'entend bien, nous, on est contente. Top. Khadija, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Alors, écoute, j'ai 43 ans, je vis à Dubaï depuis 15 ans, je suis franco-marocaine, je viens d'une petite ville des Vosges qui s'appelle Vittel, et je vis une aventure au Moyen-Orient depuis maintenant quelques années, que ce soit humaine et dans l'entrepreneuriat, voilà, dans l'immobilier. Dans l'immobilier, clairement. Et l'immobilier, tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure, mais quand même légèrement haut de gamme, dirons-nous. Oui, légèrement. Oui. Voilà. Donc tu vas nous expliquer. Alors moi, je te l'ai dit en off, ou je l'ai dit. Je sais plus si c'était à ta sœur ou à toi, mais en tout cas, ce que je disais, c'est que j'étais vraiment moi-même passionnée par l'immobilier, et évidemment encore plus par l'immobilier de luxe. C'est vraiment un milieu qui me semble fascinant. Donc j'ai vraiment trop hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Est-ce qu'on peut commencer du coup, Khadija, par comprendre un petit peu, justement, tu me disais que tu viens d'une petite ville qui s'appelle Vittel. Donc qui est Khadija? C'est quoi ton parcours? C'est quoi ton histoire au départ? Alors, mon histoire et mon parcours. Alors je suis née à Casablanca au Maroc. Mes parents vivaient déjà un peu entre la France et le Maroc, et puis ont décidé finalement de s'installer en France. Et ils ont décidé de s'installer dans les Vosges, en Lorraine, à Vittel, une petite ville qu'on considère aujourd'hui comme un village. Et j'ai grandi dans ce petit paradis vosgien. Je trouve que quand on vit dans des petites villes, c'est très privilégié, puisque on vit dans un monde à part. Donc j'ai grandi là-bas avec mes frères et sœurs, on est 6,
J'ai fait mes études en Lorraine, à Épinal, au lycée, à l'internat, etc. Et puis, quand on vit dans une petite ville et grandit dans ces petits coins, un peu village, où, on rêve que d'une chose, c'est de quitter et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et j'aurais jamais cru, j'ai jamais pensé, même dans mes rêves les plus fous, me retrouver au Moyen-Orient, puisque à l'époque, ce qu'on voyait du Moyen-Orient, c'était pas non plus, c'est pas très attirant, on va dire, parce que c'était plutôt des conflits. Et moi, je rêvais des États-Unis, de l'Amérique, comme tu m'étonnes. comme dirait la chanson, l'Amérique. Tu rêvais du rêve américain. Ah, mais complètement. Ah ouais. Je rêvais c'est un truc qui est fou, c'est que quand tu grandis dans un village, pour pas mal de gens, t'as qu'une idée en tête, c'est de partir. De partir parce que tu penses tellement que t'es coupé du monde. Et aujourd'hui, à 43 ans, vivant dans une grande ville, avec du stress et moins un cadre idyllique comme la nature, la forêt, etc. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est que je pense à retourner dans ce petit paradis. Donc oui, effectivement, donc ce que t'expliques, c'est que quand tu grandis dans un petit village, une petite ville, c'est vrai que t'as l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses ailleurs, dans les grandes villes, etc., qu'il y a plus d'énergie, de dynamisme, c'est cosmopolite, ça bouge, donc effectivement, ça donne envie. Et aujourd'hui, finalement, tu te retrouves à vivre cette vie-là et tu te dis, en fait, le calme me manque. C'est ça ? Exactement. Alors maintenant, c'est devenu presque essentiel. Et comme j'ai un enfant qui est né ici à Dubaï, je ne pense qu'il y a une chose qu'il est ce petit bout de France et ce petit bout de campagne et faire ce que je faisais quand j'étais gamine, c'est-à-dire les jeux les plus simples, aller en forêt, grimper aux arbres, piquer du maïs dans les champs, avoir des mirabelles qu'on a chez nous dans les Vosges, et puis être dans la nature, vraiment d'être dans la nature, au plus près de la nature. Et donc je veux que mon fils connaisse ça, puisque ici il y a une nature qui est différente. C'est plutôt des paysages qui sont désertiques. Exactement. Ouais. Bon, il y a la mer, bien entendu, tout ça. Il y a des montagnes, c'est montagneux aussi, mais c'est complètement différent. Et j'ai vraiment, Aujourd'hui, je me suis dit, c'est fou, quand j'étais là dans ma petite chambre à Vittel et que je regardais par la fenêtre, j'en pouvais plus de voir ces horizons verts, ces champs à perte de vue. Et aujourd'hui, j'en peux plus de voir ces horizons désertiques, ce stade toute la journée. En plus, dans mon travail, c'est important. Donc voilà. Donc j'ai fait mes études, j'ai très vite arrêté, Moi, je me suis arrêtée au lycée, puis après j'ai fait un BTS que j'ai même pas terminé. J'ai toujours eu du mal un petit peu à me trouver. Je savais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, pas extraordinaire, mais le mot extra, c'est vraiment extra et plus loin ordinaire. Donc c'est-à-dire que je savais que j'allais vivre un jour quelque chose de différent. Je savais que je le sentais, mais je ne savais pas dans quoi et où. Et vraiment, c'est comme ça que je me suis retrouvée aux Émirats, puisque c'est un pur hasard. Je ne savais pas je n'avais jamais entendu parler des Émirats Arabes Unis et notamment de Dubaï. Alors justement, c'est là que moi j'ai quand même quelques questions. Que faisais-tu avant de partir ? Pourquoi es-tu partie ? Et comment s'est créé ce hasard ? Alors, pourquoi je suis partie de France ? C'est vraiment par curiosité. Je voulais je sais pas Sandra, tu as quel âge, mais moi j'ai grandi avec les reportages, tout ce qui est capitale, zone interdite, etc. Tous ces documentaires, ou même il y avait des documentaires qu'on regardait beaucoup au collège, alors je me souviens plus du nom, mais c'était sur les trains. Et en fait, il faisait des reportages dans tous ces pays. J'étais fascinée par l'étranger, et je cherchais quel pays, où partir, où j'allais et comment j'allais faire. Et je regardais. Bon, les États-Unis, c'était le plus simple. Et puis à l'époque, dans les années années 2000, c'était Miami. C'était la grande mode dans les années 2005, 2003, 2004, etc. Et bon, à ce moment-là, j'avais 23, 24 ans.
Et je me disais, je vais aller aux États-Unis. Alors, je vais aller à Miami parce qu'il y a une forte communauté. On voyait tous ces reportages avec ces fortes communautés françaises, tous ces gens qui étaient partis, qui avaient changé de vie. Et j'étais omnibulée. Donc, je cherchais des jobs et et je disais à tout le monde, de toute façon, je vais pas rester ici. Moi, je vais partir. Et tout le monde me disait, ah non, mais arrête, tu vas tous finir comme nous, tu vas rester là, tu vas prendre ton CDI et tout ça. Puis je leur dis, oui, vous allez voir, vous allez voir. Et au final, j'ai eu l'occasion de partir via une amie, m'installer en Angleterre. Et puis ça m'a vraiment plu. Je parlais pas l'anglais, hein, ce qu'il faut savoir, c'est je suis partie vivre à Londres sans parler anglais. J'ai adoré la vie à Londres. Le problème, c'est que je n'ai pas appris l'anglais parce qu'il y a tellement de Français, à part dans les taxis, les chauffeurs de taxi. On allait au restaurant, on allait faire du shopping peu importe dans les endroits où on allait, on croisait toujours des Français qui nous servaient. Donc du coup, je me suis retrouvée qu'avec des Français à Londres et je n'ai pas appris le français. L'anglais. Voilà. Pardon, l'anglais. Le français. Je pense que je parle mal maintenant le français. Depuis 16-17 ans expatriée. Maintenant, je parle très mal. Je fais encore beaucoup. Je fais du fringlish souvent, donc s'il te plaît. Sois indulgente. Je vais l'être. Voilà, les auditeurs aussi, j'espère qu'ils seront indulgents avec moi. Et donc, me voilà, je rencontre quelqu'un qui me dit, j'ai trouvé un job à Dubaï. Alors, je dis Dubaï, ok. Donc la personne est partie à Dubaï, a commencé ce job. Elle me dit, ouais, tu sais, tu devrais venir. Et je dis, ouais, mais Dubaï. Dans ma tête, Dubaï, c'était l'Arabie Saoudite. Donc là, il faut resituer. On est en 2008, 2007, 2008. Alors, je dis à Dubaï. Je dis, mais on doit se couvrir. Est-ce qu'on a le droit on doit se couvrir. Enfin, est-ce qu'on doit porter un voile ou quelque chose comme ça? Elle me dit, ah mais non, absolument pas et tout. Donc je me dis, bon, là. Je fais un peu l'inculte, je vais aller Google ce pays et la ville. Donc, il n'y a pas énormément d'informations à l'époque, hein, à part quelques malls, voilà, ouais, non, mais vraiment. Et là, je vais sur les forums. Et là, je vois que des trucs horribles. Hein, c'est la fin du monde. C'est comme quand t'es malade. Ah ouais. Ouais. Oui, il faut jamais aller sur les forums. C'est quand t'es malade et que tu googles tes symptômes et là, tu vois des trucs horribles. Et ben là, c'était oui, complètement. Et c'est quoi que tu voyais? Pourquoi tu voyais des trucs horribles? C'est quoi qu'est-ce que les gens disaient? Ah, ouais, d'accord. C'était sur les femmes, c'était aussi sur les femmes d'origine maghrébine. Il y avait plein de trucs qui faisaient peur. Alors, vous savez, si vous avez un problème, que vous parlez pas l'arabe, vous allez peut-être vous retrouver accusé d'un truc que vous n'avez pas fait, que la situation va se retourner. Je me dis, mais qu'est-ce que... Bon, je me suis dit, bon, calme-toi. Va faire un tour. De toute façon, t'as rien d'autre à faire. Là, j'avais plus de job. J'avais plus de job parce que j'arrivais même pas à trouver un job à Londres parce que je parlais pas anglais. Donc, je me suis dit, je vais aller me compliquer la tâche. Je vais partir aux Émirats. Donc, me voilà partie aux Émirats chez mon ami. Et là, déjà, je me rappellerai toute ma vie quand l'avion a été en train d'atterrir. Donc, on survole la ville et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est moche. Il y avait rien. Mais non, il y avait plein de buildings. Mais je trouvais, faut quand même se dire que j'ai vécu dans l'Est de la France. Dans l'Est de la France qui est assez vert, qui c'est beau. Je suis français, je vis en France. Il y a des bâtiments haussmanniens, il y a de l'architecture, j'arrive, je vois des buildings. Je regarde par le hublot, je vois ces buildings. Il y en a des très très moches. Il y en a qui sont pas trop mal. Et puis il y a du sable. Et puis il y a la mer. Je me dis bon, ok, mon premier effet, je me dis c'est pas beau. Donc quand on atterrit, on arrive, je me débrouille tant bien que mal, j'arrive chez mon amie, elle était dans la restauration, donc je me fais découvrir un peu la vie là-bas. Et puis je me dis mais c'est bizarre en fait. J'arrive dans ce monde, il y a un monde parallèle au Moyen-Orient en fait. Donc je me retrouve on vit à l'occidental. Mais en même temps, il y a une certaine retenue de la population du fait des règles, etc., et du style de vie, de la religion, etc. Et c'était, on va dire, c'était ou blanc ou noir en fait. Et je me suis dit je vais rester, j'ai rien d'autre à faire. Et puis j'ai le droit. À l'époque, on avait le droit de rester autant de temps qu'on voulait. Enfin non, c'était 3 mois ou 1 mois. Il fallait sortir du pays et revenir. Et je me suis dit et ma copine me dit mais donne-toi la chance. Elle me dit, je suis sûre que tu peux trouver du travail. Et à l'époque,
les Émirats, ils recherchaient beaucoup de gens qualifiés ou gens des occidentaux pour venir travailler. Donc il y avait des super packages, des super offres emploi, avec des salaires super hauts, avec on te logeait, etc. Mais c'était génial. Et je me suis dit, moi, je vais chercher un travail et je vais rester. Et voilà. Bon, ça s'est pas passé comme ça parce que je parlais toujours pas l'anglais. Et là, la tâche c'est compliqué. Parce que l'anglais c'était plein d'accents, c'est très cosmopolite, donc c'était plein d'accents. T'as l'accent arabe du Golfe, t'as l'anglais parlé avec l'accent arabe du Golfe, l'anglais parlé avec l'accent indien, pakistanais, enfin asiatique, etc. Et puis après, même un British, même un Britannique, un Écossais, un Australien. Avant, je faisais pas la différence entre tous ces gens. Moi, j'entendais parler anglais avec un accent. Je pensais que c'était tous britanniques. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. J'allais dans la rue pour commander des pizzas. Je demandais aux gens, tu peux parler je disais, I want pizza, please. Pizza, et je montrais la photo. Je dis, order, please. Je demandais aux passants de m'aider, etc. C'était très compliqué. Et puis finalement, j'ai réussi à trouver des jobs dans la mode. Donc moi, j'étais j'adorais la mode. Et puis j'essayais de trouver absolument coûte que coûte un job dans la mode. Et de fil en aiguille, je me suis fait ma petite communauté. Les premiers 6 mois, je me suis dit clairement que j'étais bien installée à Londres et que j'aurais jamais dû partir ici, mais que je pouvais plus faire marche arrière parce que financièrement, c'était pas possible. Faut savoir que j'avais plus un sou, donc c'est dingue quand même que t'aies pris tu vois, t'as quand même pris ton courage à 2 mains et c'est là où je pense, les filles qui écoutent, elles vont se dire, ah ouais, mais c'est comme ça que je devrais penser. Parce qu'en fait, c'est ça, en général, qui nous bloque le plus, tu vois, c'est ce fameux pas que l'on n'ose pas faire, le pas pour se lancer. Et toi, tu te dis, ok, je le fais, j'ai pas de backup financier, j'ai pas de backup du tout. Tu sais pas du tout ce que tu vas trouver là-bas. Tu sais que potentiellement, ça va être difficile. Ça l'a été d'ailleurs pendant les 6 premiers mois. Et tu perdures. Tu vois, je trouve que ça, c'est une belle leçon, en fait, que tu donnes. Je suis pas sûre parce que clairement, puisque la galère n'a pas a duré plus longtemps que ça, même en trouvant un job, parce que c'était déjà très dur de se loger, puisque le problème numéro 1 à Dubaï, c'est payer 1 an de loyer en avance. Ouais, je sais. C'était déjà le cas du coup en 2009. Ah oui, absolument, ça a toujours été le cas. D'accord. Et je pense que déjà j'étais déterminée à partir coûte que coûte. Si je devais. Tout à fait. Voilà. Donc, j'avais déjà cette mentalité-là. Donc, que j'ai 5 francs en poche, 5 francs, on parle plus en francs, mais... mais on a compris, t'inquiète. Voilà. Ou pas, j'étais déterminée à dormir, ce qui m'est arrivé, hein. Je dormais sur le canapé d'une copine. Après, on était à plusieurs, les uns les autres. Enfin, ce qui est bien, c'est au moins quand tu pars comme ça, clairement, à l'arrache, il y a beaucoup de solidarité. Et puis, t'es à l'étranger. Puis à l'étranger, on est loin de chez nous, notamment dans des pays comme ça, on est vraiment très, très loin de la France et de nos familles. Et on a tendance, quand on rencontre des gens, à se lier d'amitié assez vite et se recréer un espèce de cocon amical. Et on devient très proche tout de suite, en fait. C'est ça. On va dire, on saute plein d'étapes qui nous mettraient des années dans notre ville où on vit, où on a nos habitudes, où on a des amis, de reproduire, en fait. Et donc, il y a cette solidarité qui permet qu'on s'entraidait. Et donc, j'ai habité chez une copine, puis chez une autre. Et puis après, à chaque fois que ma situation s'améliorait au fur et à mesure de mes jobs, j'améliorais mon quotidien j'ai dû économiser peut-être 4 mois pour pouvoir payer un loyer d'avance, de 1 an d'avance. Donc donc les premiers 6 mois, je parlais pas anglais. Donc je pouvais pas travailler, donc je demandais à mes sœurs de me faire des Western Union d'accord. que je puisse vivre. Ouais, bien sûr. Numéro 1, c'était se loger. Du moment que j'avais un toit et que ça allait, et que j'avais un entendement avec mes copines à l'époque, ça allait. Donc les premiers 6 mois, je ne parlais pas l'anglais, donc j'ai dû vraiment apprendre l'anglais, baragouiner. J'ai pas pris de cours, hein. C'est à un moment donné, si je voulais avoir du contact avec les gens, ma copine elle travaillait,
il y avait pas beaucoup de Français à l'époque. J'ai dû sympathiser avec des gens. Alors, c'était le langage des signes au départ. Donc, le temps d'apprendre l'anglais, le temps de trouver mon premier job dans la mode et de faire un peu d'argent et faut pas le dépenser parce que ça va partir dans ton loyer. Donc, c'était vraiment galère, hein. J'appelais ma famille, ils en avaient marre. Ils me disaient, mais à ton âge, on en a marre de devoir prendre tes responsabilités. Mais ils le faisaient quand même. Ils m'ont aidé un petit peu, mais c'était vraiment de quoi survivre à ce moment-là. Mais j'étais déterminée. Mais quand je te dis déterminée, j'étais déter. Ça, c'est incroyable. Ouais, je me suis dit bon, maintenant j'ai nulle part d'autre où aller. Ok, je vais retourner en France. Je vais me retrouver à Vittel et c'est retour à la case départ et la dépression et il y a rien pour moi là-bas. Ce qu'il faut savoir, je retourne un petit peu. J'avais un peu de sous de côté, je travaillais à l'usine à Vittel, je roulais des pâtes à tarte. Mais non. J'ai fait ça pendant 5 ans, tous les étés et toutes les vacances scolaires et je faisais les remplacements des employés de l'usine. Et ça a été un des plus gros déterminants de ma vie en termes de je voulais pas finir ici parce que je voyais gros comme une maison que j'allais finir à Vittel ou dans les alentours. C'était pas Vittel le problème, c'était que je voyais ma vie. C'était comme tu sais quand t'as une vision, je me voyais bosser à l'usine, faire mes 3-8 et attention, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens parce que j'ai travaillé longtemps, mais c'était pas ma vie que je voulais. Tu vois, je voulais d'autres horizons, je rêvais d'aller ailleurs, mais je me disais, si je reste là et que je me pousse pas à partir et que je saute pas sans filet, je vais jamais réussir et je vais me retrouver à faire les 3-8 parce qu'ils étaient prêts à m'embaucher là-bas et à faire les 3-8. Je vais m'acheter une petite maison. Je vais faire mon jardin quand je vais travailler d'après-midi et voilà. Et je vais tourner et je pense qu'un jour, je me dis, mais il y a rien de mal à avoir ça en fait. C'est tout à fait honorable. T'as un petit bout de terrain, t'as ton petit truc, tu manges à ta faim, tu te fais plaisir, tu pars en vacances. Il y a rien de mal à avoir ça. Mes copines, elles sont heureuses. Mes copines d'enfance, elles sont extra heureuses. Mais je me suis dit, si je fais ça, je vais me retrouver comme une cocotte minute. Et un jour, je vais tout plaquer. Et je vais faire un truc de fou. Donc, je me suis dit, non. Et je bossais à l'usine, dans un labo de 10 degrés. J'avais à l'époque, j'ai fait ça dans les années 2000. J'avais 20 ans. Et j'avais une Charlotte, un masque, des gants. Et on mettait de l'antiseptique. Tu sais ce qu'on a fait pendant Covid. Et on avait une cote. Et on travaillait sur des machines où en fait, si tu veux aller aux toilettes ou ne serait-ce que te moucher parce que le labo il est à 10 degrés, tu dois être remplacé. Donc si tu as le nez qui coule, tu peux rien faire. Si tu arrêtes et que tu te mouches, la machine, tu fais stopper toute la ligne de production. Et en fait, j'avais 8 heures par jour sur cette ligne de production et je rêvais ma vie. Et je me disais, mais excuse-moi, mais meuf, c'est pas ta life. Il faut que tu fasses quelque chose. Et pendant 8 heures, je me disais, je vais pas finir ici. Et j'étais là et je faisais mes chaînes. Tu sais, le film de Charlie Chaplin. Oui, bien sûr. Et c'était exactement ça. Et moi, je suis arrivée que je suis partie à Londres et que je suis venue à Dubaï. Je suis partie avec cet esprit-là, déter. Tu n'as nulle part où aller. Donc, débrouille-toi, bouge-toi, fais-le. Donc, si tu t'as pas de quoi manger, tu trouves l'argent, tu te débrouilles. Si t'as nulle part où dormir, contente-toi de ça. Oui, en fait, la motivation est tellement viscérale que c'est même plus du courage, c'est juste que c'est viscéral, quoi. Exactement. Tu dois le faire. Et puis finalement, je me suis lancée et je regardais les gens autour de moi et j'ai vu une de mes copines, sa vie changer. Elle a commencé à travailler dans l'immobilier. Et à ce moment-là, l'histoire de l'appartement, quand je cherchais mon appartement, je cherchais un appartement meublé parce que j'avais pas les moyens de prendre un appartement et puis d'acheter des meubles. Et je visitais que des horreurs. Mais vraiment, parce que les intérieurs, c'était pas non plus les meublés, c'était pas très en vogue, c'était plutôt dans des hôtels, etc. Et puis tout ce qui était bien était beaucoup trop cher pour moi. Je me suis dit, il y a peut-être une idée de business. Et c'est comme ça qu'est née mon idée de créer une boîte de location saisonnière, donc d'appartements meublés. Et le fait
que cette fille que je fréquentais était dans l'immobilier et j'ai vu qu'elle avait réussi grâce à ça et je me suis dit why not? Pourquoi pas moi? Et donc voilà comment j'ai commencé à travailler sur le business en gardant mon autre job dans la mode. Et donc voilà, j'ai pas fait de business plan, c'est pas vrai. J'ai fait une présentation. C'est encore mieux que t'en aies pas fait. Non, j'en ai pas fait. J'ai pas fait de business plan. J'ai travaillé dessus, j'ai fait une présentation de ce que je voulais faire. Et cette personne-là était employée par un Saoudien qui avait une société qui s'appelle Driven Properties, qui venait d'ouvrir. Ouais. Elle me dit, si tu veux, je te présente mon patron, il est super et tout. J'ai dit, j'ai pas trop envie de m'associer avec un Saoudien parce que je sais pas, c'est peut-être pas la même culture. Tu vois, je préférais quelqu'un on est sur la même longueur d'onde. Tu vois bien. Moi, à l'époque, j'avais pas vraiment d'idées. Je fréquentais que des expatriés et pas trop de gens locaux ou de la région. Donc, j'avais pas accès à ces gens-là. Donc, je savais pas la mentalité, à part de ce que on avait vu, entendu, et on était clairement pas dans le même monde. Ouais, j'avais d'a priori, ouais. Et comment t'as rencontré cette personne? C'est-à-dire cette personne qui te propose de rencontrer l'homme qui a créé Driven Properties. Comment tu rencontres cette personne? Eh ben, c'est juste des copines, hein, donc d'accord. Ouais, c'est des peu de francophones. Nous à l'époque, dès qu'on rencontrait quelqu'un qui parlait français, on s'accrochait comme la peste sur le monde. Ah ouais, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, c'est ça qui est fou. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, quel âge tu as au moment où tu commences à travailler sur ce projet? J'ai 33 ans. 33 ans, ok. Tu travailles sur ce projet, tu fais cette présentation. Où est-ce que tu trouves le courage du coup, parce que je pense que de fil en aiguille, tu as fait ta présentation à l'homme qui avait lancé Driven Properties. Où est-ce que tu retrouves, on va dire, la confiance en toi pour justement parler de ce projet et le présenter à un homme qui du coup évolue dans une sphère qui n'est pas la tienne? T'avais déjà confiance en toi de base? Non, absolument pas. Et puis surtout, je comptais pas y aller. J'avais refusé d'aller à ce rendez-vous. Et le problème, c'est que ma copine en avait déjà parlé à la personne, au chairman de Driven Properties, au fondateur de Driven Properties, et il a insisté pour que je vienne. Donc c'est fou ça. Donc du coup, j'y suis allée sans. En fait, je me suis dit de toute façon, je vais pas m'associer avec c'est pas le genre d'associé le type d'associé que je veux. Donc j'y suis allée sans attente, en dilettante, vraiment en me disant bon, je vais y aller pour faire plaisir à ma copine parce qu'elle l'a promis et etc. pour pas que ça fasse pas pro par rapport à elle. Donc j'avais pas de courage, il y avait pas de courage. Je suis allée pour aller faire acte de présence, parler, discuter de mon projet, mais comme ça. Et du coup, ça s'est très bien passé puisque j'avais pas d'attente. Ben bien sûr, mais tu sais quoi, c'est un super conseil que tu donnes là. C'est un super conseil, ne pas avoir d'attente pour justement être agréablement surpris au mieux. Et oui, alors du coup, je fais ce rendez-vous. Donc j'arrive, déjà c'est dans des petits bureaux, dans un building qui paye pas de mine. Et donc on arrive dans cette petite salle de réunion et donc il se présente, il dit qu'il a ouvert sa boîte, ça fait moins d'1 an, qu'il a vu qu'il y avait vraiment un marché sur la location saisonnière et qu'il serait ravi que je revienne et faire une présentation du truc. Alors moi je dis oui bien sûr, avec plaisir, oui, d'accord. Et je lui dis juste que vous compreniez bien, moi je viens pas en tant qu'employé. Si on vient à collaborer, c'est une association et je cherche un partnership, donc c'est-à-dire quelqu'un qui investit dans mon projet. Et il me dit oui bien sûr, juste alors quand est-ce que vous pouvez revenir? Alors il me dit, il regarde son agenda, il me donne une date et puis je m'en vais. Et puis je le recontacte jamais. Je le recontacte c'est pas vrai. Je le recontacte pas. Et 2 semaines plus tard, j'ai ma copine qui m'appelle et qui me dit non mais Cad, là vraiment je suis embarrassée, il y a mon patron qui vient de m'appeler, c'est pas sérieux et ça fait 2 semaines, tu devais lui donner des news et tu devais le recontacter pour un rendez-vous pour lui faire ta présentation sur ton business et comment tu le voyais. Et là je me dis mince, parce que pour le coup je me dis elle est vraiment déçue.
Et je veux pas qu'elle passe pour une idiote. Donc du coup, je dis ok, t'inquiète pas, je vais l'appeler tout de suite et je vais me rattraper, t'inquiète pas, etc. Donc je rappelle Abdullah, comme il s'appelle Abdullah, et je dis oui, bon, et on fixe une date. Genre 3 jours plus tard. Moi, j'ai pas de truc carré comme il l'attend. Donc je travaille jour et nuit avec mon mari, mon beau-frère. J'étais pas encore mariée, hein. On était en plus. Je venais juste de rencontrer mon mari. Ben, donc, on était juste... donc, je le fais travailler. On a appelé mon beau-frère qui vient. On a fait un dossier qui fait un peu illusion, on va dire, sur les chiffres parce que j'avais pas de business plan. Mais j'avais vraiment travaillé sur une trame qui était quelque chose d'assez précis sur comment je voyais la location saisonnière et comment j'allais la faire mieux que les autres. Et me voilà partie. Là, je fais le rendez-vous, je lui fais l'explication, je fais la présentation, etc. Alors là, les auditeurs ne pourront pas voir, mais il m'a écouté attentivement. Et j'avais fait relier un petit bouquin avec la présentation que j'avais laissée pour qu'il puisse la consulter après mon départ. Et puis, alors la manière dont il avait agi, c'est qu'après m'avoir écouté, il regarde la petite brochure que j'avais faite avec la présentation, puis il l'ouvre 3-4 fois comme ça, puis après il ferme et il tape dessus, puis il me dit tu veux commencer quand? Je dis, mais minute papillon. Non, mais j'adore. Je dis non, mais et alors là, je me reprends, je me dis attends, t'as pas d'autre plan, hein, clairement là, fais pas la maline parce que il a insisté plusieurs fois pour que tu viennes, donc il faut essaye et puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu peux partir et puis tu refais ça ailleurs. Donc je lui dis oui, alors qu'on soit clair. Parce qu'au Moyen-Orient, il y a quand même des choses qui sont assez compliquées avec. On n'est jamais sur certaines licences, on peut pas être complètement. Comme je suis expatriée française, je pouvais pas être complètement propriétaire de ma société. Donc j'ai parlé de pourcentage. Je lui ai dit écoutez, moi c'est 50%. Vous investissez dans tout, je fais le travail. En revanche, j'attends de vous que vous y mettiez l'argent qu'il me faut pour mettre en place cette compagnie. Sauf que je peux pas définir combien puisque j'ai été tellement maligne et j'ai pas fait de business plan. Donc je peux pas mettre un chiffre, mais au final donc j'ai commencé très rapidement, hein, je crois qu'on s'était vu un mercredi, j'avais commencé le lundi d'après. Et je me suis rendu compte bien plus tard que j'étais tombée sur le seul Saoudien qui avait pas de puits de pétrole, puisqu'il n'a pas mis d'argent dans mon business. Mais en revanche, il a mis quelque chose qui a autant, voire plus de valeur que d'un investissement financier avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Il m'a ouvert son carnet de contacts, ce qui m'a permis de gagner de l'argent, de faire du chiffre d'affaires immédiatement. Donc, il avait les contacts, il avait les gens qui avaient les appartements meublés. J'ai eu qu'à les appeler et à leur proposer et à les convaincre que j'allais bien m'occuper de leurs biens et qu'il fallait qu'ils me le donnent en gestion et que j'allais faire les bookings Airbnb. Et c'était quand j'ai créé cette boîte, à l'époque, c'était les balbutiements de Airbnb. C'était le tout début d'Airbnb, c'était le début de la révolution de autre chose que Booking.com. Et ça a commencé comme ça, et 10 ans plus tard. Donc, on était une dizaine sur Driven Properties dans la boîte qu'il a créée. Moi, j'ai créé avec lui Driven Holiday Homes. Et aujourd'hui, je suis partenaire dans Driven Holiday Homes puisqu'on l'a cofondé ensemble. Mais également, il m'a donné des parts dans sa boîte Driven Properties, qui est la boîte de courtage qu'il avait créée en amont 1 an avant mon arrivée, 1 an et demi peut-être avant mon arrivée. Et ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble et c'est une grande aventure puisqu'on a créé d'autres sociétés, on a investi, on a grandi, on était dans un bureau où il y avait 10 personnes. Moi, j'étais toute seule, hein. C'était un one-woman show, ma société. Et aujourd'hui, je crois qu'on est 300 brokers dans la boîte et je crois qu'on est plus de 500 collaborateurs. On n'était pas plus d'une dizaine quand je suis arrivée. Nos bureaux, c'est dingue. On avait honte. Moi, j'amenais jamais les clients dans les bureaux, hein. Je faisais des rendez-vous dans les halls d'hôtel avec les clients, tout ça. Je dis, on peut venir à vos bureaux. Ah non, mais non, vous savez, c'est loin, le trafic. Donc voilà l'histoire.
C'est dingue. Et comment tu définis du coup la croissance de ce projet, de cette entreprise, de cette aventure? Est-ce que ça a été une croissance constante? Est-ce qu'il y a eu des booms, tu vois, des évolutions exponentielles à des moments donnés? Et deuxième question, je pose souvent 2 questions en une, j'adore ça. Est-ce que tu as connu des gros échecs, genre des grosses difficultés où tu t'es dit, oh là là, ça va pas se passer comme prévu, quoi? Alors, je vais commencer par l'échec parce que c'était la première chose à laquelle j'ai fait face immédiatement. Mon énorme premier échec qui m'a failli, j'ai failli être poussée à fermer la boîte et abandonner l'entrepreneuriat, c'est le recrutement. Et en fait, j'ai recruté que des mauvais profils, pas des mauvais, c'était pas des gens qui étaient mauvais dans le sens mauvais dans leur travail, ils étaient mauvais en termes de collaboration humaine. Et j'ai failli tout abandonner, vraiment. Et ça, c'était un énorme échec parce que j'ai perdu des mois et des mois. Et je me suis rendu compte que le recrutement était un vrai métier, que le recrutement, on a besoin de plus de savoir pour recruter des gens. On peut pas recruter des gens. Bonjour, moi j'y ai cru. Je suis qu'à dire, je la trouve sympa en plus. Je vais la recruter. Et c'était, moi j'y allais non mais c'est vrai, j'y allais au feeling. J'ai pas de background de management, j'ai pas de background de recrutement. J'avais pas de background dans quoi que ce soit. Donc j'ai fait d'énormes erreurs. Donc ma croissance, c'est un accouchement super difficile qui dure pendant plusieurs mois. Ça a été très dur. Plein de choses. J'ai raté beaucoup de choses. Et pour moi, j'ai pas poussé cette boîte. Même aujourd'hui, je l'ai pas poussée plus que ça. Et ça, c'est un vrai échec. Par contre, j'ai réussi avec brio d'autres choses. D'autres sociétés que j'ai faites, ma carrière dans le courtage, etc. Donc, j'ai accepté que finalement, ce bébé que j'avais fait, qui m'a fait venir dans ce monde dont aujourd'hui je suis passionnée et qui a changé ma vie parce que ça a été le tournant de ma vie dans tout. Et j'ai accepté que j'étais mauvaise à certaines choses. Enfin, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et ça, c'était dur pour ton ego. C'est dur de te dire, meuf, t'es nulle à ça, tu comprends rien ou tu sais pas le faire, ou on t'a expliqué 10 fois, tu sais pas le faire, embauche quelqu'un qui saura le faire mieux que toi. Voilà. Donc, il y a eu des gros succès parce qu'on a été une des plus grosses boîtes de location de saisonnières. On a chopé les plus gros contrats avec les plus gros buildings, etc. Mais je me suis pas rendu compte que pour réussir dans ce genre de business, le corps de métier, c'est l'hôtellerie en fait. C'est l'hospitality comme ils disent ici, et je n'avais aucun savoir là-dedans. J'avais pas forcément embauché les bonnes personnes. Donc, si j'avais embauché les bonnes personnes dès le départ, j'aurais pas eu certains échecs qui ont duré dans le temps, qui ont été longs, et aussi certaines personnes toxiques. Moi, mes employés ont failli au départ me faire démissionner de ma propre boîte. Donc, ouais, ça a été très dur à vivre. Ça a été très dur à vivre. J'ai commencé le café à 33 ans en travaillant. Je ne buvais jamais de caféine, de café ni quoi que ce soit. J'ai pris 20 kilos de stress, d'angoisse. Je pleurais. C'était horrible. Mais si je devais le refaire, il y a des petites choses que je ferais différemment. Mais en tout cas, toutes les peines, tous les échecs, je ne les changerais pour rien au monde parce que j'ai tellement appris. Oh, c'est incroyable. Bien sûr, mais on grandit puissance 1000. Ouais. De toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le tas. T'as beau te renseigner, te former, etc. Là où t'apprends vraiment déjà, c'est sur le tas. Et tu vois, ce que je trouve super, encore une fois, dans ton histoire, c'est qu'on n'est pas sur une histoire, et souvent je le dis, tu vois, quand je suis face à des histoires comme ça, c'est pas une histoire qui vend du rêve, on n'est pas sur des paillettes. Enfin, tu vois, tu expliques clairement que t'as bossé, en fait, pour en arriver là. T'es pas passé d'une vie à une autre en un claquement de doigts. Et t'as bossé, tu t'es saigné, et t'as eu mal, et t'as pleuré, et t'as souffert, et ça a été dur, t'as aussi connu des succès, mais voilà, ça a pas été simple, quoi. Ouais, non. Non, ça a pas été simple, et je pense que c'est un chemin de croix qu'il faut vivre. Je ne sais pas comment ces gens qui peuvent connaître le succès du jour au lendemain peuvent le vivre. Alors que quand on fait un chemin de croix avec des échecs mais horribles et cuisants et qui est traumatisant dans l'entrepreneuriat, on apprécie tellement même des victoires minuscules, même des petites victoires, on les apprécie tellement. Alors, j'ose même pas imaginer comment t'apprécies ta vie quand du jour au lendemain, tu
tu fais un succès, fracassant et rapide. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de noble et de grandissant quand tu as un chemin qui est tellement jonché. Et puis moi, à chaque fois, j'ai cru, ça y est, je me dis, c'est le breakthrough, comme on dit, ça y est, ça y est, c'est ma réussite. Et puis après, bam, on se recasse la figure. Et notamment Covid. Covid, moi bien sûr. Donc on ferme les aéroports. J'ai fait un speech la veille du confinement ici. J'ai dit à mes employés, voilà, j'avais préparé tout un truc, on va dire voilà, les aéroports sont fermés. Vous savez qu'on vit du tourisme. Cette boîte de location saisonnière vit du tourisme. Donc si les aéroports sont fermés, donc je dis moi, on a des économies. On peut assurer les salaires pendant un an. Mais si la situation continue, je sais pas. Je dis et pendant que je faisais mon speech, je me suis mise à pleurer. Donc j'étais là pour les rassurer. J'ai fini en larmes en disant on va tous mourir. Et en fait, c'est mon équipe qui m'a remonté le moral en me disant mais on va y arriver, on se bat et puis on va se battre et puis s'il faut couper les salaires en deux pendant plusieurs mois, pendant 6 mois, t'inquiète pas, on le fait, mais on va survivre, tout ça. Je me suis dit je me suis dit horrible. T'es parti pour leur dire bon bah voilà, on va y arriver, mais vous inquiétez pas. Mais après on sait pas, il y a aussi l'inconnu, tout ça. Et à la fin c'est eux qui disent mais t'inquiète, on va y arriver. Et j'ai trouvé ça beau à la fin. C'est hyper beau. J'étais gênée, mais voilà. Donc oui, c'est l'entrepreneuriat, surtout dans un monde impitoyable, parce que ça, c'est vraiment l'immobilier, l'hôtellerie, le service à la personne, la compétition. C'est un monde horrible. J'aurais jamais cru. Il y a des pièges partout. Psychologiquement, c'est dur d'être une femme. C'était pas simple. C'était une de mes questions. Parce que tu parlais justement donc tu as commencé avec sur les forums, j'allais voir et j'avais l'impression que la place de la femme, c'était pas trop ça. Ouais. Du coup, ma question, c'était dans le monde réel, toi, quand tu commences ce job à devenir entrepreneuse, comment tu trouves ta place, en tant que femme, puisque j'imagine que c'était un milieu d'hommes, en fait. Ouais. Et que ça l'est encore beaucoup, peut-être? Oui, ça l'est encore beaucoup. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait frappée. Donc, ici au Moyen-Orient, ils poussent beaucoup. Enfin, au Moyen-Orient, ça dépend dans quel pays, bien entendu. Je m'entends quand je dis Moyen-Orient, mais aux Émirats, ils ont une ligne de conduite où ils poussent l'entrepreneuriat de la femme. Et notamment à l'époque où j'ai commencé, c'était très important. Et ils avaient des ministères qui étaient vraiment dédiés à ça. Donc, d'accord. Ouais, on nous avait donné une plateforme et moi, quand j'ai commencé ma boîte de location de vacances, comme j'étais une des seules nanas qui faisait ça, tout de suite j'ai eu une plateforme, donc ils m'ont interviewée. Donc c'était quand même bien. Maintenant, par rapport aux interactions humaines, quand on voit les gens en meeting, etc. Donc, ils étaient tellement contents d'avoir, quand j'avais affaire à des locaux, des Saoudiens, même des Chinois avec des propriétaires, ils étaient tellement contents de collaborer avec une femme. Ça certainement, par exemple, en Saoudie, ils avaient peut-être un peu moins l'occasion de vraiment des grosses collaborations ou même des locaux. On voyait qu'ils essayaient de m'encourager, de me supporter, de me dire mais t'inquiète pas si tu fais des erreurs, etc. Donc il y avait cette volonté-là. En revanche, quand j'étais avec, par exemple, si je faisais un meeting avec mon associé qui est saoudien et qu'on avait des gens, des occidentaux. Donc, on est associés, donc avec cette personne. Et quand je m'adressais à ces personnes, et quand ils s'adressaient avec moi, ou par exemple, si mon associé partait de la chaise, il me disait oui, alors votre patron. Je disais c'est pas mon patron, c'est mon associé. Et ça me rendait dingue parce que il le voyait en tenue. Ouais, parce que tu sais pourquoi ? Parce que il le voyait en tenue locale. Et avec, tu sais, ça s'appelle une dish dash et puis sa goutra. La goutra, c'est ce qu'ils se mettent sur la tête. Ouais. Et en fait, forcément, c'était lui le pouvoir et c'était moi l'employé. Tu vois ? Bien et sûr. Ça a été très dur à vivre et j'en avais marre et je les reprenais tout le temps. Je disais, mais c'est pas mon associé, c'est pas mon patron, c'est mon associé. Et puis au bout d'un moment, au fur des années, j'avais remarqué que c'était toujours les Occidentaux qui faisaient mets ton boss, mets ton patron, et toujours c'est ça. Et avant, ça m'angoissait. Et lui, il m'a jamais il a toujours fait un point d'honneur de reprendre. Il reprenait les gens
Et puis à la fin, au bout de quelques années, j'ai pu approuver qui je suis associée ou pas associée, ça n'a plus vraiment d'importance, donc je m'en fichais après. Ça arrive encore aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était des trucs durs à vivre. Punaise, je me suis saignée. J'ai vraiment pendant 1 an, je me suis pas versé de salaire. Tout ce que je faisais comme argent, je remettais dans la boîte puisque j'ai pas eu d'investissement financier. J'ai eu que des contacts et ça a été hyper dur. Je me dis, je me saigne. Il y a des jours, j'arrivais même pas à me payer mon taxi pour venir au travail ou un sandwich à midi et pour venir et qu'un mec me dise que c'est mon patron, le type qui est assis à côté de moi, je dis mais ils sont gonflés. Et il faut passer au-dessus de ça et de me dire au bout d'un moment, j'en avais plus rien à faire. La misogynie était vraiment un problème, mais elle venait par des chemins qui étaient vraiment insoupçonnés parce que j'aurais soupçonné de la misogynie sur des gens en qui on s'attend à ce qu'ils aient cette misogynie par la manière dont on les perçoit. Et donc ça a été un gros challenge parce que on est jugé immédiatement parce que on est une femme. Et puis après, tout ce qui est petits coups, c'est une industrie où il y a beaucoup d'argent. Et puis qui dit beaucoup d'argent dit amour, gloire et beauté. Dallas. Et tu vois, il y a eu pas mal de trucs comme ça, mais il faut naviguer, il faut réussir à naviguer, il faut avoir les nerfs solides. Moi, j'ai voulu plaquer tout plusieurs fois. Hein. Et après, je me suis dit mais non, lâche pas. Et c'est surtout à cause de ce qu'il y a autour. Tu vois, c'est les challenges que tu peux avoir. Les interactions humaines sont pas faciles et quand tu te retrouves dans des grosses boîtes comme ça où il faut communiquer avec des gens qui ont pas la même manière de communiquer, la même langue, qui ont une culture différente, c'est-à-dire nous on a la réputation qu'on a. Là encore une fois les Français, oui, on s'exprime d'une manière qui peut paraître quelque peu agressive, tu vois. Et on est franc du collier aussi. Donc ça pose des problèmes. Mais enfin bon, il faut juste s'adapter. Ouais. Être un caméléon. En fait, il faut absorber, réussir à passer au-delà parce que sinon ça te fait louper des opportunités. Parce que moi, il y a plusieurs fois où je dis non mais si c'est comme ça, et si la personne m'a traité comme ça. Et en fait, il faut s'asseoir sur son ego parfois, savoir quand il faut s'asseoir sur son ego et rebondir d'une autre manière. Et est-ce que c'était compliqué parce que j'imagine du coup que tu fais face à une clientèle luxe. Oui. Est-ce que ça a été naturel pour toi de travailler avec des personnes d'un milieu parfois très luxueux, très très aisé? Est-ce que ça te faisait peur? Comment t'as appréhendé cette clientèle? Ah non mais moi j'avais un problème, c'est que je ne connaissais personne qui pouvait me connecter avec cette clientèle-là. Parce que ici, on te donne pas les clients quand tu fais de l'immobilier à Dubaï. On te donne pas de clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'agence où on travaillait, on n'avait pas. Il fallait que je trouve les clients, trouver les clients par moi-même. Donc, je me suis dit, mais comment? Moi, j'ai envie de vendre des biens d'exception. Ok? Comment je vais faire? Comment il faut faire? J'ai pris un bloc-notes et je me suis dit bon, je veux vendre des choses qui coûtent tant. Et donc, ça veut dire que je vais gagner tant. Comment je fais? Il faut des clients qui ont les moyens d'acheter tant. Ok, quelle est la solution pour moi de avoir accès à ce genre de clients-là? Bon, la plus simple, c'est qu'on m'en présente. Ok, je regarde autour de moi, je fais ma liste de contacts. Je connais personne qui connaît quelqu'un qui connaît. Et en fait, j'ai fait des brainstorming avec moi-même pendant des heures et des heures. J'en rêvais la nuit. Je me suis dit, mais si je veux me sortir de ma condition et avoir accès à cette clientèle-là, je me suis dit, bon, ok, tu connais personne qui peut faire ça. Bon, il faut avoir le bien. Si tu as le bien et que tu le mets en pub, donc la personne qui peut acheter ça va venir à toi. On est d'accord? Tout à fait. Ok. Alors, comment je fais pour avoir le bien? J'ai pas de bien, j'ai que des trucs qui coûtent tant. Bon, ça, ok. Alors, encore une fois, brainstorming, le petit bloc-notes. Là, je parle beaucoup avec mes collègues qui ont réussi à vendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas une stature dans l'agence avec des agents avec des grosses statures comme ça qui avaient ce genre de clientèle-là. Mais en revanche, je posais beaucoup de questions à mes collègues pour savoir comment ils faisaient pour atteindre telle ou telle personne, etc. Et puis après, j'y suis allée au culot. J'ai réussi à avoir le contact de certains propriétaires et je les ai appelés.
Je les ai appelés, puis de fil en aiguille, j'en ai eu un après avoir ramé, et j'ai vendu à une personne, et je me suis donnée à fond à 2000%. C'est-à-dire que je me suis occupée de ce client-là comme si c'était la prunelle de mes yeux. Et je le fais encore. Voilà, je le fais encore. Si tous mes clients, mais s'il y a des clients à moi qui m'écoutent, je m'occupe tous de vous comme la prunelle de mes yeux. Et ils le savent. Et je me suis donné corps et âme, âme. Et quand je dis corps et âme, je me dis, j'en ai transpiré. T'inquiète. Ouais, on a compris. Mais j'ai vraiment à donner le meilleur service. Et après, j'ai mis en place un process où si tu veux, où j'avais tout le service pour le client, où je me suis renseignée sur la fiscalité de certains pays d'Europe par rapport à Dubaï. J'ai fait un peu de légal, on va dire, comme si certains contrats, s'ils avaient besoin d'ouvrir une société. Donc en fait, un client, quand il venait à moi, j'étais capable de répondre sur un sujet très large qui est autour de l'immobilier. Donc, si j'achète un bien à Dubaï avec toi, la personne elle va avoir des questions. Elle va dire, quelle est la fiscale? Je vais dire, vous êtes telle nationalité, donc vous êtes ABC. Et oui, et puis, si je fais une société, oui, alors si vous faites une société, que vous achetez ce bien avec telle société, vous avez le choix entre une société de ce statut-là, de ce statut-là, de ce statut-là. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis formée moi-même à avoir une connaissance la plus large possible autour de l'immobilier afin que mes clients n'aient besoin d'aller voir personne d'autre que moi. Donc, à ce moment-là, ce client-là m'a référé à un autre client, puis après, ils ont fait plein de bébés. Donc, j'ai eu plein de clients qui m'ont recommandé. Voilà. Et du coup, je me suis fait ma clientèle, et ma clientèle est à 90% uniquement sur recommandation. Waouh. Ça, quand ça fonctionne comme ça, c'est que c'est un business qui fonctionne. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est franchement quand ça se passe comme ça, c'est voilà, c'est que c'est bien, quoi, c'est que c'est bon. Ouais. Il y a plein d'agents qui me demandent souvent ça, comment arriver à ça, mais c'est un travail de longue haleine. Pardon, je t'ai interrompu, vas-y. Non, je t'en prie. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses qu'on peut se lancer dans l'immobilier et tout de suite aller dans l'ultra-luxe? Absolument. J'adore ta réponse. Ouais, okay. Absolument. J'ai formé quelques agents ici et qui sont entrés en vendant des appartements à 10 millions d'euros en premier deal. Donc, il est tout à fait possible. Il suffit simplement d'avoir un savoir complet sur le marché, sur les biens. Et ce qui est facile à Dubaï, parce que les biens d'exception, en fait, c'est que quelques buildings. Donc, ça va assez vite. C'est ce que les agents oublient parfois, c'est que un client, un acheteur, un acquéreur va choisir la personne qui va avoir le plus grand, un nom qui remplace knowledge, comment on dit, c'est un savoir, une connaissance parfaite du marché et du produit qu'il va lui vendre. Donc, oui, absolument, on peut commencer et se dire mais ça veut dire des sacrifices. Quand on commence. Qu'est-ce que tu entends par sacrifice? Quand on fait quand on devient agent pour bien d'exception, on fait des sacrifices parce que on se concentre. Quand on vend des biens d'exception, ça prend peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois soit à apprendre, soit à démarcher pour avoir des nouveaux produits pour les proposer aux acquéreurs, soit à démarcher les acquéreurs et à travailler sur soi. Et ça veut dire refuser certains budgets. Et quand tu refuses certains acquéreurs avec un budget, pourquoi? Parce que ça va te demander du temps. Donc tu vas arrêter cette quête de nouveaux biens ou cette quête où tu as des clients acquéreurs de biens d'exception qui vont te demander toute ton attention parce que tu vas absolument. Voilà, ces gens-là ils vont attendre de toi, tu veux faire un one woman show, c'est-à-dire tu es avocate, fiscaliste, comptable, tu vas être concierge, tu vois. Donc ça va te prendre beaucoup de temps, mais comme tu es une perfectionniste, la personne qui va avoir un budget d'un bien, on va dire d'entrée de gamme, tu vas vouloir lui donner le même truc, sauf que tu dis je dois
économiser mon énergie et donner tout. Donc malheureusement, je peux pas faire ça. Donc, mais c'est de l'argent que je pourrais avoir, mais c'est moindre et ça va me prendre de l'énergie, du temps à chercher. Et en fait, souvent certains acquéreurs avec un budget d'entrée de gamme, je sais pas comment qualifier ça. Ouais, c'est très bien. C'est les économies d'une vie. Je dis pas que la personne qui va acheter un truc à 10 millions d'euros, c'est pas les économies d'une vie. Mais je dis que quand quelqu'un vient avec un tout petit budget et qu'ils ont décidé d'acheter un appartement à l'étranger, ils ont dû y penser depuis très longtemps. Et ils ont fait un choix et ils ont fait un sacrifice pour ne pas le faire. Je dis n'importe quoi. Peut-être qu'ils l'ont pas fait chez eux, dans leur pays initial et il y a une inquiétude constante liée à cet investissement. Et du coup, ça va être des clients que tu vas falloir que tu rassures tout le temps, parce qu'il y a un stress et tu vas aussi absorber ce stress parce que tu vas être stressé, tu vas avoir peur pour ton client parce que quand ton client est pas bien, qui t'appelle et te dit, oh, mais j'ai vu les informations, il s'est passé ici et ça à Dubaï ou à côté de Dubaï ou etc. Tu vas devoir le rassurer. Et puis au final, quand la personne raccroche, tu te retrouves toi tout seul avec tes angoisses et tu te dis mais peut-être qu'il a raison en fait, mais non, toi t'as passé une heure à rassurer. Donc il y a une énergie, tu vois, qui va que tu peux pas donner partout et tu dois choisir. Mais c'est hyper intéressant, tu vois. En fait, je suis très contente de ta réponse parce que je pensais, tu vois, je pensais que tu aurais pu me dire non, je pense qu'il faut commencer d'abord à apprendre, tu vois, sur le terrain avec des biens plus ou moins standards, entre guillemets, et ensuite tu évolues, etc. Et là, tu me dis non, c'est possible, et tu nous donnes en plus les clés, en tout cas les clés que tu penses être, enfin, ma phrase n'est pas française, mais vous m'avez compris, pour justement commencer direct par de l'ultraluxe. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis, donc tu fais rentrer des agents IMO et ils passent direct sur l'ultraluxe, mais tu les formes aussi. Ils ont la chance de t'avoir, tu vois, tu les prends un peu sous ton aile. Oui, alors je peux pas en prendre beaucoup parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'en prends beaucoup avec moi et ils peuvent m'observer et puis m'observer de la manière dont je démarche mes clients. Ce qui est important quand on commence dans un secteur, il faut choisir sa bataille. Il faut choisir sa guerre. Enfin voilà. Si aujourd'hui, je vais faire de l'ultraluxe, ça veut dire que je vais faire moins de transactions, mais je vais faire des grosses transactions. Complètement. Voilà. Mais je peux pas faire les deux. Moi, aujourd'hui, j'essaie encore de faire les deux parce que j'estime que les gens avec le petit budget ont le droit d'avoir, et que j'essaie au maximum de pas discriminer, ont le droit d'avoir quelqu'un d'expert qui est depuis 10 ans sur un marché à être conseillé. Et les gens sont super bienveillants parce qu'ils me contactent souvent sur les réseaux sociaux. Ils commencent toujours par me dire, je sais que peut-être vous faites pas ce genre de bien. Et alors, j'essaie toujours de les guider et après de leur trouver un agent. Si je suis pas occupée, je leur trouve un agent de la société. Complètement. Et je briefe l'agent sur ce que la personne veut. Et là, et de temps en temps, ils peuvent me contacter pour me redemander un truc. Ça me coûte rien de répondre à une note vocale. Ça ne me coûte rien. Quand je peux le faire, je le fais. Concernant les agents immobiliers, c'est encore une fois, je disais, il faut choisir sa bataille, mais c'est un énorme sacrifice parce que il y a plus de personnes qui vont me contacter avec des budgets variés que des personnes avec des budgets hallucinants. Donc, il faut du focus, c'est-à-dire être à 2000% de la connaissance du terrain, connaissance du passé du marché, connaître tous les quartiers et savoir pourquoi tu dois investir, dépenser, je dis n'importe quoi, je paye un prix, mais 10 millions d'euros à Dubaï et il devrait pas les dépenser en Allemagne chez lui. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, quand je leur explique tout ça, quand ils m'accompagnent et qu'ils m'observent, et après, j'ai l'impression de voir des mini-moi partout quand je vais avec eux en rendez-vous et qu'ils me présentent, qu'ils ont besoin de mon support. J'ai l'impression, et souvent, certains de mes collègues me disent, mes collègues brokers me disent, mais oh là là, j'ai fait un rendez-vous, j'ai l'impression que t'étais dans mon corps et que tu parlais à ma place. Mais ça, c'est une des plus grosses fiertés que moi j'ai aujourd'hui dans mon métier, c'est que de me dire que certains utilisent mon discours, utilisent ma technique, ma méthodologie de travail et que ça fonctionne. Complètement. Heureusement. Enfin, oui, j'aurais pu leur donner des briefings et puis ils ne fassent rien, qu'ils vendent rien. Complètement.
Et les personnes que tu recrutes, juste pour finir là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant, que tu recrutes justement pour se saisir du marché ultra luxe, est-ce que quand même tu fais attention au fait qu'ils aient cette prestance, cette posture, ce charisme que l'on doit avoir? C'est un peu comme tu le disais tout à l'heure, dans l'hôtellerie de luxe, il faut savoir gérer les clients, être un peu en acting en fait face à la clientèle. C'est un milieu que je connais puisque j'ai évolué là-dedans avant de faire ce que je fais. Du coup, est-ce que tu fais quand même attention à ça? Ou est-ce que du coup tu penses que les personnes qui n'ont pas forcément cette fibre-là au départ peuvent apprendre à la développer? Alors, ce qu'il faut savoir, je voudrais juste rectifier un truc. Moi, je ne recrute pas, mais je suis régulièrement contactée par des jeunes qui ils prennent leur billet d'avion et qui se pointent à mon agence et qui disent je vais faire de l'immobilier. Mais si, j'en ai pas. Et qui me contactent sur les réseaux et puis qu'après qui font le pas et puis un jour ils sont là et dès que je sens que je suis convaincue par leur discours et que je vois qu'ils ont envie, et ben je me dis ok. Donc je me dis pas. Fais gaffe, hein, là t'as 100 personnes qui vont arriver après l'épisode. C'est déjà un peu le cas et je leur dis, je suis honnête avec eux. Parfois j'ai pas le temps. Il faut que je fasse mes chiffres aussi. Il faut que je vive, je gagne ma vie. Bien sûr. J'ai toute une équipe, j'ai des sociétés à faire tourner, etc. Mais ce que je leur dis, quand tu fais la démarche de venir jusqu'ici, quand tu as pris un billet d'avion, quand tu as 20 ans, 25 ans, même 30 ans, même 40 ans, même 50 ans, que tu as décidé de changer de vie et que tu as vu un truc à la télé qui t'a fait changer d'avis et qui t'a dit bon allez, je tente l'aventure et que tu es là, c'est que déjà tu as un truc. Ça veut dire que tu as déjà fait une démarche dans ta tête qui est déjà loin, d'accord? Donc ça, c'est number one. Si la personne est devant moi à Dubaï, je parle pas des personnes qui me contactent qui m'en parlent par message. Si la personne, elle est devant moi à Dubaï, elle a fait 50% du taf. Elle est là. Une fois qu'ils sont là, ils se font former à l'agence, etc. Et comment, pour en revenir concrètement à ta question, est-ce qu'il faut l'avoir ou pas? Moi, je pense que dans la manière dont tu te comportes, effectivement, il y a un truc, il y a une envie, il y a ce truc où les gens aiment le beau, aiment envie de gagner de l'argent et tout, parce qu'il faut pas se leurrer. Si on fait ce métier-là aujourd'hui, c'est pour gagner de l'argent, et en gagner beaucoup. Si on est payé à la commission, c'est un peu, excuse-moi le terme, mais c'est un peu marche ou crève parce que t'as pas de salaire. Tout à fait. Donc c'est le nerf de la guerre. Donc on est là pour ça, on a envie de gagner, on a envie de réussir. Moi, tu sais, quand j'ai voulu faire de l'immobilier au même titre que ces gens, je voulais gagner ma vie et j'avais Google un truc, j'avais Google comment devenir millionnaire. Le premier truc à l'époque qui était venu, c'était l'immobilier. Mais c'était pas l'immobilier en étant agent immobilier, sauf qu'aujourd'hui tu peux le devenir millionnaire en devenant agent immobilier. Mais ce qui était c'était l'immobilier, c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Mais encore une fois, c'est la même chose. C'est quand tu deviens agent immobilier, tu commences à comprendre. Donc quand tu commences à faire des investissements, je connais très peu d'agents immobiliers qui sont pas propriétaires et qui n'ont pas fait des investissements pour justement grandir leur portfolio, pour grandir leurs acquisitions, etc. Et ces gens-là, quand ils viennent devant moi, donc ils sont formés et puis je les amène avec moi et ils viennent régulièrement quand ils ont un problème ou quand ils sont dans une impasse ou comme ils savent pas quoi répondre à un client, eh ben je les entraîne à répondre et à solutionner certains soucis. Je les amène avec moi dans mes rendez-vous et je leur demande d'écouter ma manière de me comporter, ma manière d'être, ma façon de m'habiller. Parce que la façon de s'habiller ici, c'est assez important, hein, parce que si tu rencontres un Russe et que t'as pas une montre de marque, il pense que tu t'es pas très intelligente. Les Français, les Européens, les Suisses, tout ça, il faut pas être trop bling bling parce qu'ils pensent que ils vont penser que tu vas les voler. Je caricature un peu le truc, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et il faut avoir on peut avoir le pourcentage, mais on peut le devenir parce que moi j'ai vu vraiment, hein, Sandra, si tu vois, il y a dans ma boîte, il y a des success stories incroyables, des gens qui sont venus avec rien. Je dis pas qu'il faut venir et que, attention, c'est plus difficile maintenant. Moi, je vous parle de gens c'était il y a 10 ans. Quand on a tous commencé, il y a des vrais success stories. Il y a des gens qui étaient vraiment dans des situations vraiment terribles, financières, familiales, etc. Et quand tu regardes ces personnes-là là-bas, je dis mais la personne-là va vendre du luxe, ça colle pas trop quoi. Mais je pense qu'on peut apprendre, qu'on peut
avoir l'œil. Il faut juste, même si on a 0,099%, je pense qu'on peut. Il y a d'autres qui le font plus, qui vont y arriver plus vite, mais c'est parce que ces gens-là, ils ont la prestance, ils ont ce truc, et il y a des gens qu'on peut écouter, puis c'est vendu, vous voyez? Mais voilà, et il y a des autres qui le travaillent. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Mais si je montre que certains de mes collègues, et le avant-après, au départ, quand ils sont arrivés, des gens qui étaient complètement timides, qui ne voulaient pas parler, et que maintenant, quand je les entends faire des présentations avec certains de nos clients, j'ai des flashs d'il y a 10 ans, un peu des misérables là, chez le bureau, qui n'étaient pas beaux. C'est génial. Ouais. En tout cas, c'est hyper inspirant. Je pourrais rester des heures avec toi, Khadija, mais malheureusement, ça ne sera pas possible pour aujourd'hui en tout cas. Mais c'est tellement intéressant, c'est tellement inspirant. J'aime beaucoup ton état d'esprit. On sent qu'il y a beaucoup de force en toi, en fait, de détermination, d'ouverture d'esprit aussi, je trouve, et de bienveillance. Donc j'aime beaucoup. Déjà l'histoire est hyper inspirante, et toi, ta personnalité aussi. Et enfin voilà, ça m'inspire énormément. Donc merci déjà pour tout ça. Je suis touchée, Sandra. Merci beaucoup. On ne se laisse pas tout de suite, Khadija, puisque j'ai 3 questions à te poser qui sont un petit peu les questions rituelles de fin d'épisode. Donc tout le monde y passe. Première question, Khadija, c'était quoi ton rêve de petite fille? Moi, je rêvais d'être une femme d'affaires. Je rêvais de blazer, de porter une chemise, d'être comme ces femmes que je voyais dans les films. C'est réussi. C'est un rêve accompli. Ouais, c'était vraiment ça. Je voulais faire carrière dans une société, et j'aurais jamais cru que je ferais carrière dans une société qui est la mienne, en fait. C'est beau. C'est très, très beau. Est-ce que tu as un mantra, je sais pas, une phrase qui te guide dans la vie, ou une philosophie de vie? Moi, je dis toujours à tout le monde, tous les jeunes qui commencent à driven dans notre société ou qui souhaitent faire ce métier, je leur dis, qui se plaignent souvent, oui, on n'a pas de clients, ou on a eu ce client, etc. Je leur dis toujours, et je répète, il faut apprendre à donner pour recevoir. Parce que souvent, les gens qui commencent dans ce métier-là, ils veulent tout de suite, et ils veulent, leur client va venir à faire l'acquisition d'un bien, ils vont vendre, on est payé à la commission. Et parfois, les gens vont négocier leur commission. Et je lui dis, mais tu lui as donné quoi, à part lui montrer un bien? Je lui dis, donne-toi, donne plus encore, donne plus de ton savoir, donne plus de ton temps à ce client-là, et tu verras, tu vas recevoir. Donc c'est comme l'univers, il faut donner, il faut apprendre à donner pour pouvoir être parfait pour recevoir les fruits de ce qu'on a semé. C'est beau, c'est vrai en plus. C'est beau et vrai. Dernière question, Khadija, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Être la locomotive de sa vie, c'est parce que moi j'ai vécu que dans le business, et plein de trucs terribles. Je suis jamais restée en dépression allongée dans un lit, et du coup je me suis toujours battue pour me sortir de ma condition, que ce soit si je suis malade, je vais me battre, si je suis pas bien psychologiquement ou au bord d'une vraie dépression, ou être sur le point d'avoir une dépression, de me pousser, et dans tout, je suis dans tout comme ça, aider mes collègues, essayer d'aider mes amis, mais pas aider que ça soit psychologique. Et c'est ça, d'être une locomotive, c'est d'être un leader, mais c'est pas uniquement un leader dans le business, c'est un leader allez, je suis toujours dans le truc, allez, on fait ça, on tente, on va là, demain on part là, la semaine prochaine on va là. Je suis toujours, et c'est dans cette idée d'être le chauffeur de cette locomotive. Voilà, en action, chauffeur de cette locomotive, d'être tout devant. J'ai envie d'être tout devant. C'est super, c'est top. Merci beaucoup, Khadija. Encore une fois, c'était super cool de t'avoir au micro des locomotives, et j'espère avoir la chance d'échanger davantage avec toi. Mais merci encore pour ton temps. Merci Sandra, merci de m'avoir reçu. À bientôt. Salut Khadija. C'est la fin de cet épisode, et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité, et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.